On va parler programmation concurrente classique en Java, multithreadé. Ouais. À l'origine, ce qui m'intéressait, c'était de faire une présentation sur la programmation réactive, qui va bientôt sortir, enfin qui va être intégrée à Spring 5, qui va sortir bientôt. Donc faire une comparaison entre la programmation réactive et la programmation concurrente. En écrivant le support, ça commençait à faire une présentation qui était vraiment trop longue, donc finalement c'est coupé en deux. Donc ce soir, on va parler programmation concurrente en Java, et on aura peut-être l'occasion plus tard de parler de programmation réactive à travers sa mise en œuvre dans Spring 5 et Reactor par exemple. Ça fait un moment que je travaille, je fais partie des anciens. Je travaille souvent sur les aspects techniques, notamment sur le socle technique des applications, et donc sur des problématiques de programmation concurrente, de multithread, de performance. C'est des sujets que j'aime beaucoup. Mais je constate globalement que les collègues développeurs ne sont pas super à l'aise sur ces problématiques-là, bien qu'en fait ce soit dans les fondamentaux de Java. Donc c'est aussi une des motivations pour la présentation. Alors comment ça va s'organiser? Ce sera une présentation vraiment concrète, il y aura beaucoup d'exemples de code. On va commencer par un petit peu de théorie, se rappeler quelques définitions. Ensuite, je ferai un historique des solutions Java SE. Alors, on ne va pas aborder toutes les solutions, ce serait trop long, ce serait vraiment pénible. Mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont intéressantes. Et oui, on va revenir sur du vieux Java. Il y aura même du Java 1.0 jusqu'à des versions plus récentes. Et enfin, on parlera des solutions plus côté serveur dans un environnement managé comme Spring ou J2E, qui ont leurs propres contraintes et qui apportent des solutions complémentaires. Alors, commençons par un petit peu de théorie. Gordon Moore, cofondateur d'Intel, a fait quelques prédictions dans les années 70. Le nombre de transistors pour les microprocesseurs allait doubler tous les 2 ans. Et à coût constant. Il y a une autre citation qu'on lui attribue, mais en fait, ce n'est pas de lui. La fréquence de ces microprocesseurs, elle double toutes les années et demie. La première est très très bien vérifiée. La deuxième, un peu moins récemment. On voit que les fondeurs, Intel, AMD par exemple, ont plus de mal à dépasser, à continuellement augmenter la fréquence des microprocesseurs pour continuer à nous apporter des gains de puissance. Ils compensent en fait en augmentant le nombre de cœurs. On en parlait tout à l'heure. C'est fréquent d'avoir sur une machine grand public un grand nombre de cœurs. Le dernier en date, AMD Ryzen par exemple, lui il a 8 cœurs sur une machine grand public, donc capable d'exécuter 16 threads en même temps. Alors ça c'est intéressant parce que ça nous donne de la matière à exploiter. On parle de concurrence. À l'instant, je viens de parler de parallélisme sur du multicœur. Frédéric en parlait tout à l'heure. Quelle différence? Donc, je vais rappeler ma définition. Donc, la concurrence est quelque part un objectif. On veut pouvoir démarrer des tâches alors qu'il y a déjà des tâches en cours de route. Si on va être capable de les exécuter en même temps ou pas. Ça, c'est le parallélisme. On peut très bien avoir une application qui soit concurrente, mais pas parallèle, par exemple, parce qu'on est en monoprocesseur. Dans ce cas-là, c'est l'exemple du bas, partagé entre les divers threads. Et la bascule entre les divers threads, on appelle ça un context switch, ce qui est quand même assez coûteux en fait. Ça consomme pas mal de ressources. Ou alors, on est purement parallèle, on est capable d'exécuter plusieurs threads en même temps. Une autre loi qui est intéressante, qui revient souvent dans les discussions, c'est la loi d'Amdahl. Donc vous avez la formule. Globalement, elle dit qu'il y a le bon code et le mauvais chasseur. Il y a du code qui est parallélisable et du code qui ne l'est pas. Le code qui est parallélisable, on va pouvoir l'éclater sur plusieurs threads, en découpant le travail, etc., en réorganisant le code, en le réécrivant, en l'améliorant. Et il y a du code qu'on ne va pas pouvoir paralléliser, parce qu'on a une section critique, un bloc de code qu'on doit synchroniser, par exemple. Donc ça nous dit que, en fonction du ratio code parallélisable ou pas, donc là, par exemple, si je prends la courbe violette, du code qu'on ne peut pas paralléliser, lui, il est incompressible. Le reste est 90 autres %. En mettant suffisamment de threads, et en écrivant le code comme il faut, on va être capable, ça, de le réduire. Mais il y a quand même une partie incompressible. Donc, cette loi-là, elle a 2 conséquences. D'une part, la programmation multithread peut être intéressante. Et deuxièmement, et c'est le plus important, elle nous dit que l'ennemi de la scalabilité, à mesure qu'on va monter en nombre de threads, c'est la contention. C'est-à-dire ce code qui est incompressible parce qu'il ne peut être exécuté qu'un seul thread à la fois. Imaginez un bloc de code synchronized, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de surveiller. Et on va le voir souvent dans la présentation. Il y a plusieurs modes de programmation, il y a plusieurs modèles de programmation concurrente. Celui qui nous intéresse, parce que c'est le modèle de Java, c'est la programmation multithread. Donc on a des threads, nos processus, nos exécutables sont découpés en threads.
Il y a deux modes typiquement, les threads natifs ou green. Natif, c'est quand un thread de notre runtime, un thread Java, correspond à un thread du serveur d'application. Green, c'est quand le runtime, action. Il fut un temps où Java était en green thread, ça fait bien longtemps qu'on est en native thread. De la même façon, l'ordonnancement des divers threads peut être préemptif ou coopératif. Ce qui donne la parole à tour de rôle. Donc toi, tu as la parole, et puis tu n'as pas fini de parler, mais je te reprends la parole, je te la donne à un autre thread. Il y a aussi le mode coopératif qui existe. En Java, on est préemptif. Il y a le mode coopératif qui existe, on donne la parole, et puis on compte sur la bonne volonté de la personne pour nous rendre la parole. C'est un autre modèle de fonctionnement. Et dans notre cas, ça fonctionne avec du time slicing. Typiquement, on a un grand nombre de threads qui va correspondre à un petit nombre de cœurs. Dans notre modèle multithread, on a ensuite un certain nombre d'API. Alors, je les ai découpés. Je me suis même fait violence pour faire des petits logos. En deux groupes de fonctionnalités. On a tout ce qui est distribution. Donc, en gros, ça sert à paralléliser. Donc, c'est ce qui va nous servir à créer des threads, pooler des threads, affecter des jobs à des threads, récupérer les résultats. Et ensuite, on a tout un tas de primitives de coordination. On a plein de threads, c'est super, mais il va falloir éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Alors tout ça, à quoi ça sert? L'objectif numéro 1, c'est les performances. Ça permet de faire plusieurs choses en même temps et donc de gagner en réactivité, et éviter d'attendre qu'un résultat arrive, pendant ce temps-là, on commence à faire autre chose, et puis mieux exploiter les ressources multiprocesseurs par exemple. C'est pas gratuit tout ça. Ça complique le code. Donc il faut avoir un certain nombre de compétences. Il faut bien connaître les mécanismes, les API, leurs limitations. Et puis aussi, c'est un modèle qui a un coût runtime. Chaque thread en Java consomme de la mémoire. Donc chaque thread a une zone mémoire qui lui est réservée. Et les context switch, ça prend du temps CPU. Donc ça, c'est des problématiques qui ont été prises très au sérieux par des personnes qui réfléchissent. Et notamment, il y a des solutions, tout ce qui est programmation réactive, c'est une autre façon de fonctionner, qui utilise un nombre très réduit de threads pour résoudre ces problèmes-là. On en parlera peut-être une autre fois. Quelques définitions pour finir. Donc le but du jeu, c'est de développer du code qui soit thread safe. Thread safe, c'est-à-dire qu'il se comporte bien en environnement multithread. On a plusieurs threads qui peuvent accéder en lecture, en écriture à des structures de données. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de problème. On a des cas particuliers. Si le code est immutable, par exemple, s'il n'est pas modifié, il est thread safe. Ou encore mieux, stateless, ce qui est souvent le cas pour nos services métiers. Les services métiers, souvent, sont stateless. Et ils accèdent ensuite à une donnée tierce. Une section critique, c'est un bloc de code qui est vulnérable en multithread, donc il faut protéger, par exemple avec du synchronize. Une opération atomique. Certaines opérations sont nativement exécutées de façon entière. Par exemple, en Java, une affectation, ça peut l'être. Donc ça, c'est atomique. Donc on n'a pas besoin de le protéger. Par contre, en incrément, ce n'est pas atomique en Java. I plus égale 5 ou I++, ce n'est pas atomique. Donc s'il y a plusieurs threads qui exécutent ce bloc de code-là, on peut avoir des effets de bord, donc on peut avoir des incréments qui sont perdus. Donc ça va faire le protéger. La contention, j'en parlais, donc c'est quand on a plusieurs threads qui doivent accéder à un bloc de code synchronisé, il n'y en a qu'un seul qui va rentrer dedans, à la fois, concrètement, et donc les autres sont en attente. Donc pendant ce temps-là, ils ne font rien. Et même s'ils récupèrent la parole, ils la rendent. Donc en fait, c'est du temps CPU qui est perdu. La contention n'est pas du tout ça. Et on va voir un certain nombre de techniques après qui permettent de réduire la contention. Le deadlock, Frédéric donnait un exemple tout à l'heure, quand on a des demandes de log qui sont croisées, donc ça, c'est pas bon parce qu'il y a des threads qui, du coup, ne répondent plus. Quand on a multithread, la starvation, par exemple, c'est quand des threads ne travaillent plus, par exemple, par jeu de priorité. Les threads de priorité haute ont tout le temps la parole, tant qu'ils ont du travail. Les threads de priorité basse n'ont plus la main, donc ne peuvent pas réaliser leur travail. Donc, assez pour la théorie. On va parler sur les solutions Java SE. Et donc, oui, il y a du Java 1.0. Donc, la programmation multithread est intégrée depuis les bases de Java. Donc, ça prend la programmation concurrente est supportée à travers un modèle de thread. Donc, les threads ont un nom, une priorité, le fait d'être démon ou pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un état et une pile d'appels. Alors, voilà un petit exemple pour créer un thread, donc avec une syntaxe Java 8. Et la mémoire, elle est partagée suivant le Java Memory Model. Donc, c'est quelque chose qui, initialement, ne nous intéresse pas trop, le Java Memory Model, mais en fait, qui prend de l'importance. On en reparlera quand on abordera Java 5. Si on écrit un tout petit bout de programme, donc là, les quelques lignes que vous avez au-dessus, qui nous permet de revoir la syntaxe du printf, pour afficher les threads de base dans un tout petit programme ridicule. Donc voilà ce que ça vous sort en bas à gauche. Donc vous voyez, il y en a 5. Donc ça, c'est intéressant. On voit des choses, donc main, c'est le thread, je suis désolé, c'est un peu petit. Donc il y a le thread main, donc c'est lui qui exécute le bloc de code principal, et vous en avez d'autres. Alors finalizer, par exemple, lui, c'est celui qui va exécuter la méthode finalize, quand vous avez des classes qui implémentent cette méthode-là. Donc lui, par exemple, s'il n'a pas une priorité suffisante, ou s'il a trop de travail,
eh bien, les objets Java, la méthode, le callback finalize ne sera pas exécuté, et donc les objets ne seront pas garbage collectés, donc pour avoir des fuites mémoire. Donc lui, il a son rôle. Et il y en a d'autres. Signal dispatcher, c'est celui qui sert à recevoir les signaux émis par le système d'exploitation, CTRL-C par exemple, ce genre de choses, etc. Et la même application, si on s'y connecte avec Visual VM, donc là c'est en bas à droite, on voit qu'il y a des threads en plus. En fait, ceux qui sont utilisés pour la communication entre MagiVM et Visual VM, par exemple. Alors, sur les solutions de synchronisation, alors le premier qui vient en tête, c'est Synchronize. Celui-là, tout le monde le connaît par cœur. On l'aime beaucoup parce que c'est super simple à comprendre. Donc, ça permet de synchroniser un bloc de code, statique ou pas statique. Juste pas oublier qu'on n'est pas obligé de synchroniser l'intégralité de la méthode. Quand on synchronise l'intégralité de la méthode, on peut avoir une grosse contention. On peut se permettre de faire des choses en début de méthode qui n'ont pas besoin d'être dans la section critique. Donc, ça permet de réduire la contention et donc d'améliorer les performances. Donc, synchronize this, ou alors synchronize sur l'objet.class. Le thread local, c'est aussi quelque chose qui existe depuis l'origine de Java, qui est vraiment très pratique. Donc, ça permet de stocker le thread courant. C'est très utilisé par les frameworks, donc Spring, J2E, ce que vous voulez, pour simuler un scope request, pour propager un contexte de sécurité. Qu'est-ce qui fait que dans n'importe quelle méthode, vous pouvez retrouver votre contexte de sécurité, le login du bonhomme, ses droits, etc. C'est typiquement propagé à travers un thread local. Ou un contexte de transaction, ce qui fait que dans le thread courant, vous êtes capable d'accéder à la base de données et ça va retrouver la transaction que vous êtes en train d'exécuter. Ou alors passer à un contexte de tenancy pour une application qui est multi-tenant. En Java 2, on a inheritable thread local qui permet, quand on crée des threads, de propager le contexte du parent. Avant Java 1.3, on avait juste le thread pour pouvoir paralléliser des choses. Java 1.3 apporte les timers, donc là c'est un petit peu sympa. Bon, on va se dépêcher de l'oublier. Il apporte des fonctionnalités de scheduling, donc on peut exécuter toutes choses en tâche de fond périodiquement, donc c'est pratique. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même un thread par timer. C'est-à-dire, si vous lui donnez trop de travail, vous n'avez pas de garantie d'exécution, donc ça peut être franchement pénible. Si c'est pour exécuter un truc de temps en temps sans garantie, faire un peu de ménage, allez-y. Par contre, le fait de ne pas avoir de garantie, dans certains cas, c'est complètement éliminatoire. Donc ce sera avantageusement remplacé par un exécutant. On va se faire 2-3 breaks de temps en temps. J'ai trouvé des images sur la concurrency. Donc c'est un peu ça dans la réalité. Java 5. Viva la révolution. Grâce à un monsieur qui s'appelle Dougléa. Donc lui, avant Java 5, il était un peu agacé de voir que les fonctionnalités, les primitives de programmation multithread en Java étaient vraiment pauvres. Vous avez le thread, synchronized, volatile qui ne marchait pas bien, on va revenir dessus. Wait Notify. Il y avait un slide à l'origine pour le présenter, mais vu qu'on ne l'utilise plus du tout, je l'ai zappé. Mais je l'ai utilisé, moi, par le passé, Wait Notify. Donc, il a développé une librairie de fonctionnalités de programmation concurrentes qui ont été intégrées dans le langage. Donc, Java Util Concurrent, c'est grâce à lui notamment. Et Java 5 aussi apporte des améliorations au niveau du Java Memory Model, donc qui rend volatile très intéressant. On va revenir un petit peu plus dessus. Java Memory Model, ça explique ce que le compilateur n'a pas le droit de faire. Parce que le compilateur, il est quand même coquin. Il se permet de changer l'ordre de statement dans mon code. C'est un peu choquant la première fois qu'on écoute ça. On se dit, mais c'est quoi cette histoire? D'une part. Et deuxièmement, quand on est en multithread, à un moment donné, on va accéder à une variable globale, n'importe quoi dans le programme. Il y a un thread qui va le lire, un thread qui va l'écrire. Évidemment que ça doit bien se comporter. Pas nécessairement. Chaque thread va avoir sa propre copie locale. Et quand on n'utilise pas volatile, il peut y avoir des mises à jour, des lectures ou des modifications de choses qui sont partagées, qui ne fonctionnent pas. On va revenir un petit peu plus en détail. Et volatile, ça sert à ça. Ça sert à rendre atomique une lecture ou une écriture. Il y a un exemple juste après. Et volatile, c'est extrêmement pratique parce que ça permet de faire la synchronisation extrêmement efficace, sans contention, mais dans certains cas uniquement. Volatile, par exemple. Dans certains cas, s'il s'agit juste... Alors, volatile, pourquoi j'en parle? Quelque part, je ne sais pas, le jumeau maléfique de Synchronize. Synchronize, c'est tout facile à utiliser, tout le monde l'adore. Lui, j'ai l'impression qu'il est quand même mal aimé. Quand je demande aux collègues, volatile, ça fait quoi déjà? Les gens bougent les mains, un peu comme moi. Mais ont vraiment du mal à expliquer, à savoir dans quel cas, mais là, ça marche pas. À partir de Java 5, le memory model a été revu et ça le rend encore plus pertinent.
Si on veut pouvoir, donc là, imaginez clash threshold, donc ça sert à définir un seuil. Donc c'est quelque chose pour lequel on a des opérations extrêmement simples. On le set ou on le get. Dans ce cas-là, on peut se passer de synchronize volatile, et c'est suffisant pour fonctionner dans un environnement multithread. Si on n'est pas volatile, il se peut que des threads le modifient et d'autres ne voient pas la mise à jour parce que chaque thread va avoir sa propre copie en local. Volatile est suffisant. Volatile, ça dit au runtime, à chaque fois que tu vas faire une lecture, tu vas aller le rechercher en mémoire principale. Tu es gentil, tu ne prends pas ta valeur cachée localement dans la mémoire de ton thread. Et à chaque fois que tu le modifies, tu vas les modifier en mémoire principale. Donc là, c'est suffisant. Par contre, si on veut faire un incrément, ça ne marche pas. Un incrément, c'est une lecture, j'incrémente et je le rebalance. S'il y en a deux qui s'exécutent en parallèle, l'incrément peut être bouffé, peut être perdu. Donc volatile n'est pas suffisant. Par contre, on peut le mixer. Imaginons par exemple donc là un compte en banque, donc avec la valeur du compte courant qu'on incrémente. Une façon de le faire, c'est synchronize sur la lecture, synchronize sur l'incrément, synchronize sur la consultation. On sait qu'on est blindé, ça marche. Par contre, sur la lecture, il y a de la contention. Il n'y a qu'une seule lecture qui peut être faite à la fois. On peut l'implémenter comme ça à la place. L'attribut, on le rend volatile. L'incrément, synchronisé, pour éviter qu'il y ait deux personnes qui l'exécutent en même temps qu'on perde une mise à jour. Simplement, on retourne la valeur. Donc ça fonctionne bien. C'est correct. Sur la lecture. Donc les performances sont bien meilleures. Un autre exemple, donc ça c'est bien connu, le double check locking. Imaginez vous voulez développer un singleton. Donc on a tous écrit à un moment ou un autre un singleton. Donc c'est l'exemple du haut. Et puis vous avez un getter statique, synchronisé. Si l'instance n'a pas été initialisée, je l'initialise, je le retourne. Donc ça, on le connaît par cœur. Okay. Par contre, là, il y a beaucoup de contention ici. Chaque accès, même quand le singleton a été initialisé, il n'y a qu'un seul thread qui peut rentrer dedans. Okay, synchronize, ça coûte quand même. Ça coûte un peu de rentrer dedans. Il y a une vérification, est-ce qu'il n'y a personne, etc., etc. Donc à l'époque, les gens ont dit, mais en fait, non, ça c'est bête, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Ça c'est mieux. On le fait en deux temps. Puis en fait, après, il y a des gens qui ont dit, non, mais c'était avant Java 5. Avant Java 5, il y a des gens qui ensuite ont dit, non, mais c'est faux, ça ne marche pas. Le Java Memory Model ne garantit pas que ça se comporte correctement. Et depuis Java 5, ça fonctionne de nouveau. Donc en Java 5, ça marche. Donc ça a marché, ça ne marchait plus, ça marche de nouveau. Voilà, en Java 5, ça marche. Concrètement, ce qu'on fait, donc le singleton, il est volatile. Quand on rentre dedans, on vérifie s'il existe. Enfin, s'il a été initialisé, formidable, on le retourne. Rien d'autre à faire, donc pas de contention sur la lecture. Si par contre il n'a pas été initialisé, je synchronise pour bloquer le truc. Je revérifie. Je suis obligé de le faire deux fois, d'où le double check locking, parce que entre le premier if et le deuxième if, quelqu'un a pu l'initialiser entre-temps. Et le principe du singleton, c'est qu'on n'a qu'une instance. Si on se permet d'initialiser deux fois, ça peut être dramatique. Donc je revérifie et je le crée. Donc le double check locking, ça nous permet de ne pas avoir de contention lecture. Alors bon, aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'écrire, ça. Spring, J2E, ce qu'on veut, implémente déjà des singletons, on peut utiliser des énumérations, le chargement des classes Java, etc. Donc il y a plein de raisons de ne plus le coder à la main, mais ça permet de comprendre le fonctionnement. On a plein de fonctionnalités dans Java 5, dont les locks. Donc les locks, c'est concurrent de tout ce qui est synchronize. Synchronize a une sémantique vraiment extrêmement pauvre. Synchronize, c'est un keyword, ok, on rentre dedans, on est dehors, bon, c'est tout. Les locks, notamment le reattend lock, c'est l'équivalent, mais avec plus de fonctionnalités. On peut par exemple demander, est-ce que j'ai le lock ou pas? A priori, si on est derrière la méthode lock, c'est qu'on l'a. Mais on peut le demander. On peut aussi demander à prendre le lock si personne ne l'a en ce moment. On peut demander à prendre le lock, quitte à attendre un temps maximum. Donc, vous voyez, il y a plus de sémantique, il y a plus de fonctionnalités. Et on a aussi le read-write lock. Donc, vous avez son interface, la classe d'implémentation. Donc lui, ce qui nous permet, c'est d'implémenter le locking read-write. Le locking read-write, c'est quelque chose qui est extrêmement classique. C'est de se dire, j'autorise un thread maximum en modification sur une donnée, ou alors plein de threads en lecture. Parce qu'effectivement, c'est dommage de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul thread à la fois qui fasse une lecture. Sur un getter, on utiliserait un lock read, donc read lock, lock, et ensuite un lock. Et sur la modification, on prend un write lock. Donc ça permet d'améliorer les performances. Mais il y a quand même de la contention. Alors dans les choses un petit peu plus avancées, j'en ai pas mis énormément parce que après ça va dépendre de use case. Le countdown latch, j'ai du mal à le dire celui-là. À synchroniser des threads. Donc vous avez plein de threads
ça sert à donner des tops de départ et des tops d'arrivée. Enfin, des points de départ, des points de synchro, des points d'arrivée. Donc, par exemple, un petit exemple de code où j'ai 5 threads, où je leur fais exécuter un petit bout de traitement, n'importe quoi, et je veux tous les synchroniser sur la fin, comme vous voyez sur le petit dessin. Donc, les workers, donc là, un pauvre system out. Enfin, je commence par créer un countdown latch du nombre d'éléments. Donc là, j'ai 5 threads, donc je lui donne une valeur de 5. Chaque worker appelle la méthode countdown. Donc, lui, ça sert à dire j'ai terminé. Et sur le thread principal, await. Donc ça, c'est bloquant tant que tout le monde n'a pas dit qu'il avait terminé. Donc ça, c'est ça que ça sert. Donc si on veut se donner des points de synchronisation. Il y en a d'autres, hein. Il y a le cyclic barrier, par exemple. Alors lui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas utilisé. Il y a d'autres primitives. Mais lui, il est assez pratique à utiliser. Après, à titre d'exercice, combien est-ce qu'il en faudrait pour, si on voulait synchroniser sur le départ et l'arrivée? Il n'en faudrait pas 2, il en faudrait 3. On en rajoute 2 de plus, on n'en rajoute pas 1 de plus. Les maps. Alors ça, les maps, on les connaît par cœur, hein, ça existe depuis toujours, on aime bien cette structure-là. Donc là, on se dit, les maps faciles, on a hmap et htable, et il y en a une qui est synchronisée, l'autre qui n'est pas synchronisée. Elle diffère aussi sur le fait du support ou pas des valeurs nulles. Synchronisée, donc se comporte correctement. Pourtant, Java 5 apporte une nouvelle interface, concurrente map, et sa classe d'implémentation correspondante, la concurrente hmap. Il y a 2 intérêts pour utiliser la concurrente hmap. D'une part, ça apporte des méthodes atomiques, par exemple un put if absent, qui nous remplace ce genre de bloc de code. D'accord? Éviter de jongler, joli, jeu, etc. en fonction d'eux. Donc il y a des méthodes atomiques. Et aussi, même si ça ne nous intéresse pas, c'est juste l'interface map qui nous intéresse, la concurrente hmap, elle est quand même beaucoup plus efficace en termes de performance. Il y a du volatile à l'intérieur, par exemple, il y a tout un tas d'astuces, il y a des tableaux avec des buckets, des positions, donc en fonction du nombre de threads, il va aller découper les données à l'intérieur. Donc il y a tout un tas d'astuces, il y a des articles complets sur cette implémentation-là, qui fait que c'est plus intéressant en termes de perf. Donc, il n'y a plus tellement de raisons de continuer à utiliser le htable. Honnêtement, je ne me rappelle plus comment il fonctionne la concurrente hmap sur les valeurs nulles. Les exécuteurs, ça c'est quelque chose qu'on aime bien aussi. Donc c'est nos pools de threads, donc c'est facile. Alors, on a plusieurs interfaces et les classes d'implémentation en parallèle. On a l'exécuteur tout bête. Donc lui, il a une méthode, c'est juste execute. On lui passe un runnable et il l'exécute. Beaucoup plus intéressant, l'exécuteur service. Lui, il supporte les futurs. Donc on va lui donner des callables, ça nous retourne des futurs. Donc on va pouvoir récupérer des résultats. Donc on se met un job à notre pool et ça nous permet de récupérer à travers un futur. Donc sur le futur, on appelle la méthode get qui nous donne le résultat quand il est disponible. Ou encore plus intéressant, le scheduled executor service. Donc lui, il apporte en plus des fonctionnalités de scheduling. Donc on peut pouvoir donner des périodes d'exécution, etc. en lui donnant des expressions régulières, par exemple, enfin des expressions cron, pardon. Les classes d'implémentation, la classe d'implémentation type en face. Un petit exemple. Donc en haut, en 3 lignes de code, donc je crée mon pool de threads, de 10 threads par exemple ici, et puis je lui donne des callables, donc là je lui donne des tâches, et en fait j'appelle la méthode invoke any. Ça sert à, par exemple, aller appeler plusieurs backends et récupérer le résultat le plus rapide. Donc je lui soumets des callables, et ça va être le premier résultat qui arrive, qui va m'intéresser. Donc ça sert à paralyser. Donc en 2 lignes de code, on va pouvoir exécuter des choses en parallèle et récupérer le premier résultat, par exemple. On peut aussi créer soi-même ces exécuteurs. Donc là, la syntaxe, elle est assez vilaine en Java SE. Spring, il a quand même une syntaxe un peu plus sympa. Donc on peut lui donner si on veut, par exemple, définir ses propres noms de thread, ça, franchement, c'est vraiment pratique de pouvoir définir ses propres noms quand on débug dans un serveur d'application. Il y a une ribambelle de threads. Je sais, quand c'est juste des noms un peu génériques, on ne réussit pas à s'y retrouver. Donc on a une syntaxe un petit peu verbeuse. On peut définir des min, des max, etc. sur le nombre de threads. Et il y a encore plein de choses en Java 5, notamment des nombres atomiques. Si on veut implémenter un compteur, donc un incrément en Java, ce n'est pas atomique de base, mais il y a quand même une structure en Java 5 qui le fait, atomic integer, vous avez atomic long, float, etc. Avec une méthode add and get, donc elle est atomique, elle permet d'incrémenter automatiquement un compteur de façon efficace. Et vous avez plein de structures classiques comme le sémaphore. Le sémaphore, ça représente en fait des tickets, des droits qu'on doit pouvoir prendre. Donc là, par exemple, j'en crée 10. Donc, je crée un sémaphore, donc ça représente 10 permis. Donc, imaginez une boîte de nuit, il n'y a que 10 personnes qui peuvent rentrer, ou 100, n'importe quoi. Donc, pour pouvoir rentrer, il faut qu'on prenne un permis. Donc, c'est la méthode acquire ou try acquire. C'est-à-dire, je veux prendre un permis, mais je suis prêt à attendre un certain temps maximum. Et pour le libérer, c'est release.
Donc ça permet de contrôler le nombre de threads qui, à tout moment, sont en train d'accéder à un bloc de code. Et il y a plein de choses. Donc ça, c'est un soupir, et puis tu t'essaies. Ça a bien fait. Alors, on va monter un petit peu. Donc Java 7. Parce que jusqu'à présent, évidemment, tout le monde connaissait. Donc fork join. Fork join, c'est l'équivalent de MapReduce en Java. Donc l'idée, c'est, comme vous voyez sur le petit dessin en bas, c'est d'éclater un traitement récursivement sur plusieurs threads. Et donc en fait, ça va être le framework fork join qui va faire ça. Donc je vais lui expliquer juste, je vais lui donner, moi, l'algo de répartition du travail, donc comment je le décompose, un travail en petits travaux. OK. Et lui va se gérer du pooling, de la récupération de résultats, et il va me permettre d'agréger tout ça. Il y a deux implémentations différentes suivant si vous avez un résultat ou pas. Vous avez l'équivalent du callable versus du runnable. Donc c'est la recursive action ou recursive task. Alors je réussis à faire tenir un exemple sur un slide. Imaginons que je sois... j'avais pas les yeux en face des trous. Donc je voulais en fait faire la somme d'entiers. D'accord? Donc j'ai un tableau d'entiers, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais en faire la somme. Donc je ne me rappelle plus qu'on peut itérer dessus. Voilà comment ça pourrait se coder. Pour ça. C'est efficace. Donc, je crée une recursive task, il y a le constructeur, donc je lui donne les données initiales, et il y a la méthode compute. Donc compute, elle va me retourner le résultat, parce que le résultat, c'est un integer. Je suis en train de créer une recursive task de integer. Et donc, dedans, ce que je fais, je vais regarder si je suis sur un tout petit morceau de traitement. Si je suis sur un tout petit bout de données, je retourne le résultat. Donc là, en l'occurrence, si je suis arrivé à un entier, je retourne lui. Donc c'est ça mon résultat. Faire une somme de un nombre, c'est le nombre. Sinon, ce que je fais, c'est que je le coupe en deux. Donc je prends le milieu, la partie gauche, la partie droite, et je balance ça. Donc je crée des nouveaux travaux. Donc celui de gauche, celui de droite, j'appelle la méthode fork. OK. Donc je délègue, je rebalance, et je récupère le résultat. Donc là, je ne manipule pas du tout des threads. Je lui dis juste, on le décompose en deux, fais le boulot, et tu me récupères le machin, et ensuite je récupère. Et là, je vais récupérer donc de 1 à 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Ouais. Les adders et les accumulateurs. Donc on avait l'atomic long qui permettait par exemple de développer, de supporter un compteur, mais encore plus performant. L'idée, ça nous permet, imaginez par exemple un compteur de page, un compteur de visite, sur chaque page, vous avez quelque chose qui s'incrémente. Donc on le crée, on a une méthode add, et puis on a une méthode sum qui permet de récupérer la valeur courante. Alors c'est quoi son intérêt, sachant qu'il y a déjà, donc là c'est un long, donc il y a l'atomic long qui existe. Le truc c'est qu'il est encore plus performant. Le principe, c'est que sur la méthode add, en gros, s'il y a des threads qui sont en train de bosser, en train d'appeler la méthode add, il ne va pas ajouter à ce moment-là, il va mettre le truc de côté. Donc la méthode add, elle est extrêmement rapide, il n'y a pas de contention. Et c'est sur la méthode sum qu'il va regarder tous les trucs qu'il avait mis de côté, il va les ajouter à ce moment-là. Donc il va faire le ménage et il va faire la vraie somme. Donc si vous avez beaucoup de add et de temps en temps une consultation sur le résultat, c'est bien plus efficace. Après, vous avez ce qui est accumulator. Accumulator, c'est la même chose, c'est se dire, en fait, mais là, je le fais sur une somme, mais en fait, je pourrais le faire sur un produit, par exemple. Donc, je multiplie comme ça, au fur et à mesure, un résultat. C'est ça, l'accumulator. L'accumulator, je lui donne une valeur initiale. Donc, pour le produit, la valeur initiale, c'est 1. Si on met 0, on va avoir un problème. Ensuite, on lui donne l'opération. Là, l'opération, c'est donc C, c'est la valeur courante, N, c'est la nouvelle valeur, et donc, c'est le produit. Et donc, par exemple, je crée un accumulator, je fais accumulate de 2, accumulate de 3. Si j'appelle get, ça va me donner 6. 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. Okay. Et pareil, c'est beaucoup plus performant parce qu'en fait, il va s'arranger. Plutôt que d'éviter la contention, il met le résultat de côté. Et on peut l'utiliser sur un max, par exemple. Si vous voulez calculer un max au fur et à mesure du temps, voilà la syntaxe. Donc, avec une référence de méthode, longue de point max. Voilà. Alors, quand on voit ça, on se dit, punaise, mais c'est génial. Sauf qu'on est en fait rapidement calmé. On ne maîtrise pas du tout l'ordre dans lequel les opérations sont réalisées. Ça peut être fait maintenant, ça peut être fait plus tard, etc. Donc, dans la pratique, pour avoir un résultat cohérent, il faut que la fonction soit associative et commutative. Sinon, ça ne marche pas. On va exécuter plusieurs fois le même code, on va avoir des résultats différents.
Donc, ça réduit comme vachement la portée de l'accumulator. Vous avez somme, différence, min, max, et puis les quelques fonctions qui seraient commutatives et associatives. Comme élégant, je trouve. Le stamp lock. Donc, Java 8 apporte un nouveau type de lock. Donc, on a parlé de synchronize, on a parlé de synchronize avec volatile, ok, le cas. On a le lock normal et le lock read-write, ok. Donc, ils sont quelque part de plus en plus compliqués, mais qui apportent de plus en plus de fonctionnalités. Java 8 en apporte à nouveau le stamped lock, donc tamponné. Il est encore un peu plus compliqué à utiliser. Par contre, il est meilleur en termes de perf, il a encore moins de contention, notamment parce qu'il supporte le locking optimiste, et aussi des fonctionnalités intéressantes. Il sait par exemple convertir un lock read en lock write, par exemple. Alors que le read write, soit vous faites un lock read, soit vous faites un lock write. On va voir un petit exemple. Donc si je reviens sur le compte en banque, le compte en banque, il n'y a pas besoin d'un stamp lock, mais pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je crée un stamp lock. Ok, j'ai un attribut qui représente la valeur du compte courant. Une méthode qui permet de modifier la valeur du compte et une méthode qui permet de consulter. Sur l'incrément, donc là, positif ou négatif, on va prendre, sur le stamp lock, on va prendre un write lock, parce qu'on va faire une modification. Donc, je lock, je modifie, et dans mon finally, je unlock. Donc, on n'oublie pas de le faire dans un finally, hein, sinon ça ne va pas bien marcher. Et sur le get balance, sur la lecture, donc lui, il est un petit peu plus compliqué. La première fois, on a du mal à comprendre. Un locking optimiste. L'intérêt par rapport au read lock habituel, c'est qu'il n'est pas bloquant. Donc là, il n'y a pas de contention. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord dire, je prends mon lock, donc ça c'est vu l'esprit, hein. Concrètement, il va noter un timestamp. Okay. Je duplique toutes les données. Ce n'est pas terrible parce que j'ai qu'un seul attribut. Mais dans la réalité, il va être particulièrement pertinent si je récupère plusieurs attributs, au moins 2. Imaginez les coordonnées d'un point, donc X et Y. Je les récupère tous, je les duplique, ça c'est important. Et ensuite, je vérifie si quelqu'un les a modifiés entre-temps. Parce que ce qui peut se passer, entre le moment où je prends le lock, ça c'est juste un timestamp que je mémorise, j'ai rien locké du tout, et le moment où je vais vérifier, au milieu du chemin, quelqu'un a pu modifier un des attributs. C'est-à-dire j'ai pu lire le vieux X et le nouveau Y. Donc là, j'ai récupéré une donnée corrompue. Donc je duplique tout et je vérifie si ça s'est bien passé. Si ça s'est bien passé, concrètement, ça veut dire si personne n'a exécuté de modification entre-temps. Ok, validate me dit que c'est bon. Dans ce cas-là, elles sont valides, elles sont cohérentes entre elles. Encore une fois, ici, il y a juste un attribut, donc ce n'est pas pertinent, c'était juste pour ne pas être trop long. Dans ce cas-là, les attributs sont bons, je fais mon traitement métier. Là, mon traitement métier, c'est juste de le retourner. D'accord? Si ça s'est mal passé, donc là, je vais hausser la voix, je vais dire, OK, là, je prends un lock. Donc, je prends un read lock, donc pour dire, il n'y a personne d'autre que moi. Je refais ma copie. Donc, je lis les valeurs, je unlock et je fais la suite de mon traitement. Vous voyez, je le fais en 2 temps. Un lock optimiste et ensuite un read lock. Et si vous n'avez pas beaucoup d'opérations de modification, vous allez très souvent rester dans le lock optimiste et donc vous n'avez pas de contention. Et donc, c'est très efficace. Un peu plus compliqué, mais qui est bien plus performant. Est-ce que c'est pertinent dans votre application? Ça dépend. Mais voilà le principe. Les parallèles streams. Donc Java 8 nous apporte la programmation fonctionnelle des streams. Et une fonctionnalité très sympa, extrêmement agréable à utiliser, c'est le parallèle stream. Donc plutôt que d'utiliser stream, j'utilise parallèle stream. Et donc ça va répartir le travail sur un pool de threads. Alors ça utilise par défaut le fork join pool. Donc vous avez un pool de threads standard en Java 8, fork join pool. Sa taille peut être configurée par défaut, c'est 1 de moins que le nombre de cœurs. Mais vous pouvez changer sa taille si vous voulez. Donc ça va exécuter ça de façon parallèle. C'est extrêmement sympa, ça le parallélise automatiquement. Par contre, attention, il y a quand même pas mal de subtilités. Notamment, ça dépend de la collection que vous avez. Sur des array lists, ça marche bien, mais sur des linked lists, ça marche moins bien. Aussi, ça dépend du traitement. Donc vérifiez-le avant. Ce n'est pas systématiquement une bonne idée. Si vous avez un grand nombre d'éléments dans votre collection ou si la durée de chaque travail élémentaire elle est élevée, c'est la règle NQ, si le produit des deux est élevé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu difficile de le dire. Dans ce cas, ça peut être intéressant. Non, ce n'est pas forcément intéressant. Donc comparez les deux pour savoir si c'est pertinent. Autre remarque, par défaut, ça utilise le fork join pool commun. Donc dans votre application, vous n'êtes pas les seuls. C'est-à-dire que ce fork join pool-là, il va peut-être être très fortement sollicité.
Donc, si c'est important pour vous, utilisez un pool qui vous est propre. Je l'ai mis sur le thread d'avant. Là, il y a une syntaxe un petit peu bizarre. La première fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? On pourrait s'attendre à le passer ici dans le parallel stream, le pool. Pas du tout. On va créer un pool et on va soumettre un runnable pool qui contient. Moi, je trouve, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est quoi cette bidouille? Donc, il y a une syntaxe vraiment particulière. C'est comme ça que ça se passe. Et en fait, quand on creuse, quand on regarde dans les sources, à l'intérieur, il va aller regarder si le nom du thread est dans, si le thread il a un nom, un pattern de nom particulier pour savoir s'il est dedans ou pas, pour savoir à quel thread il doit donner le boulot. Donc, il y a quand même des bidouilles à l'intérieur. Et dernière subtilité, quand on fait de la programmation de stream en Java, on n'est pas censé avoir des traitements qui soient restés de full, mais des fois on le fait malgré tout. Quand on est en séquentiel, c'est pas gênant. Par contre, dès qu'on va l'exécuter de façon parallèle, attention. Vous avez plusieurs threads qui fait quelque chose, imaginez que vous ayez un compteur ou quoi que ce soit, ça peut faire le bazar. Pour terminer sur la partie GSE, le completable future. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai eu du mal à comprendre. C'est un peu particulier. Donc cette classe-là, elle implémente future et completion stage. En gros, ça sert. Donc il y a des talks entiers hein, sur le completable future, hein, donc il y a moyen d'y passer 1 heure. Donc là, j'ai essayé de le résumer en un slide. Donc ça permet, avec une syntaxe fonctionnelle, d'enquiller des traitements. Imaginez par exemple que vous ayez un pool, un exécuteur, et vous voulez exécuter des traitements. Donc dans un premier temps, donc là, ce premier exemple, vous voulez récupérer un descriptif produit de la base de données, puis ensuite, à partir de ça, vous voulez générer un PDF. De ça, vous voulez l'envoyer par email à un utilisateur. Donc là, 3 étapes qui correspondent à 3 méthodes. En Java 5, on va soumettre un exécuteur, on récupère un futur. Sur le futur, on fait get, on attend le résultat de la première étape. Okay. Ensuite, on soumet le truc dans un nouveau job, on récupère un autre futur sur lequel on fait get, etc. On fait le truc plusieurs fois. Par contre, ça mobilise à chaque fois 2 threads. Le thread qui fait le travail, plus le thread courant qui est en train d'appeler un get sur le futur. Cliquer, ça peut mobiliser encore plus de threads. Completable future, il sert à ça. Il sert à pouvoir enquiller des traitements et automatiquement, ils vont s'appeler les uns les autres. Donc voilà la syntaxe. Completable future, supply à 5. Donc par défaut, ça utilise le pool commun, mais on peut passer en deuxième paramètre, vous voyez au bout un exécuteur, donc vous pouvez passer votre propre exécuteur. Et vous lui donnez la référence de méthode, ou alors vous donnez une lambda expression, c'est comme vous voulez, étape par étape. Donc supply à 5, c'est le début, then apply. Donc il y a quelque chose en entrée, quelque chose en sortie. Donc generate report, c'est une méthode qui attend en paramètre d'entrée un produit, et en sortie, ça va retourner un rapport. Ça c'est gérer aussi des exceptions. Donc là, c'est une façon de lui définir un callback qui va être appelé en cas d'exception. Et then accept, c'est différent de then apply. Then accept, ça prend un consumer. Donc il va prendre le résultat, il ne va rien retourner. Donc c'est typiquement l'élément terminal. Donc une syntaxe fonctionnelle, ça permet d'enquiller des traitements. Le completable future, il sait faire des cas beaucoup plus riches que ça. Il sait notamment éclater des traitements. Vous allez avoir une première étape, récupérer des infos utilisateurs, et on veut en parallèle lui envoyer un email de bienvenue et puis un email de publicité partenaire, par exemple. Donc je récupère un premier futur, un premier completable future, et ensuite, then accept à 5, un traitement et un autre traitement. Donc une syntaxe fonctionnelle, et automatiquement, ça va s'enchaîner. Ou réciproquement, si on veut merger des traitements. Completable future, donc par exemple, récupérer les données correspondant à un utilisateur, récupérer une liste d'articles, et avec les deux, on exécute la méthode send article to user. Ce que ça fait. On a le premier, on le compose avec le deuxième, donc find et load, en lui passant une expression qui prend les 2 paramètres et qui exécute le traitement. Donc voilà exactement à quoi ça sert. C'est extrêmement puissant, on ne l'utilise pas tous les jours, mais conceptuellement c'est très beau. C'est d'autant plus important à le comprendre que si on parle programmation réactive ensemble, c'est typiquement ce genre de construction qu'on manipule. Donc si ce genre de choses, ça vous fait fuir, peut-être que vous aurez des soucis avec la programmation réactive. Oui. C'est pareil au niveau de consommation des threads, ça en consomme 2 ou 3, comme on aurait fait un for join. Il n'y a plus le thread principal, celui qui a déposé le boulon. Lui, il n'est plus concerné, il vit sa vie. D'accord? Et ensuite,
Suivant ce qu'on utilise, là par exemple j'ai mis A5, donc ça permet de dire, ces deux traitements-là ils vont être parallélisés. Donc là il y a un premier thread qui va être utilisé ici. Là ça peut être le premier parce qu'il a fini, il est disponible. Donc c'est à nouveau le premier, mais là c'en a un autre. Donc ces deux-là, là j'ai fait exprès avec le petit. Dans le cas, le dernier cas. Donc là on a typiquement un thread pour lui, ça c'est certain, ce sont les deux différents, dans la mesure où il y en a dans le pool. Hein. Et le dernier, ça va utiliser un thread, mais ça peut être un des deux premiers vu qu'ils ont terminé. Donc tout ça, c'est masqué. On va passer côté serveur d'application, donc J2E ou Spring. Alors globalement, comment ça se passe? Globalement, le modèle, c'est thread par request. C'est-à-dire chaque requête qui est traitée par le serveur d'application est associée à un thread. Donc le thread, il est bloqué à partir du moment où la requête elle arrive jusqu'à ce que la requête soit terminée. Donc le thread, ensuite, il va retourner dans le pool. Toutes les solutions qu'on a vues en Java SE fonctionnent. Dès qu'il s'agit de threading, le framework, il n'aime pas tellement qu'on vienne le chatouiller. Les serveurs d'application, Spring a typiquement ses threads à lui. Il a ses threads locaux à l'intérieur qui servent à propager un contexte de sécurité, un contexte de transaction. Donc si vous utilisez vos propres threads, vous pouvez perdre ce contexte-là. Donc il y a des choses qui peuvent mal se passer. Donc, ce qu'on va voir, c'est un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de gérer tout l'aspect threading. Ensuite, au-delà de ça, on a des composants. On définit un modèle de composants qui peuvent avoir, qui ont un cycle de vie, un scope, donc qui sont scopés, request, session, etc. On ne va pas détailler, et qui peuvent avoir ou pas un modèle de concurrence et éventuellement un modèle de locking. Notre bonne vieille servlet, par exemple, il fut un temps, on avait le choix. On pouvait l'implémenter de façon thread safe ou pas. Dans ce cas, on dit au serveur, non, elle n'est pas thread safe, donc t'en instancies une à chaque fois, s'il te plaît. Non, c'est déprécié. En fait, aujourd'hui, on n'est plus censé. Les servlets doivent être thread safe. Côté Spring et CDI, la concurrence, elle est manuelle. Donc, ils se sont dit, il y a déjà tout un tas de choses qui existent en Java SE. On ne va pas réinventer la roue. Donc, nos composants n'ont pas de modèle de concurrence. On utilise les fonctionnalités Java SE, c'est-à-dire synchronize et les locks et tout ce qu'on a vu. EJB, donc un modèle plus poids lourd hein, sur les singletons. Il y a un modèle de concurrence. Par défaut, c'est le conteneur qui va gérer. Donc, un même JB singleton, il n'y a qu'un seul thread qui rentre dedans, mais c'est déclaratif. Avec une annotation, on peut dire où c'est le développeur qui gère. On a un certain nombre d'annotes qui permettent de définir les lock read et lock write, donc ils ont réinventé la propre solution. On a tout ce qui est méthode asynchrone. Donc ça, il n'y a pas d'équivalent direct en JSE. Donc une méthode peut retourner un futur. On la note avec asynchronous ou async. Et son traitement va être réalisé dans un autre thread automatiquement et on récupère le futur. Donc nous, en tant que développeurs de cette méthode-là, on retourne un async result. Et vu de la plan, c'est un futur. Donc c'est pratique. Donc les EJB ou Spring ont la même approche. Dans CDI, il n'y a pas. On peut l'implémenter soi-même sur la base d'intercepteurs, mais il n'y a pas nativement. Nos pools de thread. Donc nos exécuteurs. Donc c'est assez récent dans J2E. Hein. Spring l'avait supporté bien longtemps avant. Donc simplement, on va injecter un managed executor service. Donc c'est l'équivalent de l'executor service de JSE. Et après, c'est le même principe de fonctionnement. Une méthode submit, par exemple, on lui file un runnable, on lui file un callable, et on récupère un futur. Et on a une injection de notre pool de thread. Côté Spring, c'est une syntaxe équivalente. Il y a peut-être un petit peu plus de travail dans la mesure où il va falloir définir notre pool de thread, soit explicitement dans une méthode, dans une classe addConfiguration, ou alors en XML, par exemple, hein, suivant ce que vous avez l'habitude d'utiliser. On injecte notre pool et on l'utilise de la même façon. Donc une syntaxe extrêmement agréable. Et là, ça vous permet de bénéficier, vous êtes en environnement managé, donc vous allez avoir votre contexte transactionnel, votre contexte de sécurité, ça va bien se passer. On a aussi le scheduling. Donc les EJB, pareil, avaient leur propre solution. Donc ça, c'était du J2E6. Une méthode, on la note, donc schedule. Donc cette méthode, automatiquement, elle va être appelée. Donc là, c'est par exemple, elle va être appelée toutes les 5 minutes le dimanche. Et va réaliser son traitement. J2E7 apporte une solution plus générique. Donc on injecte un Managed Scheduled Executor Service qui va nous permettre, avec une API, de dire bah, j'ai un traitement, on va l'exécuter à telle fréquence, etc. etc. Et Spring a aussi sa solution, il supporte la notation. Donc là, par exemple, toutes les 5 secondes, ou alors avec une expression cron, faire quelque chose. Donc soit déclaratif, une annote, soit programmatique. Vous avez les deux modes.
Un dernier petit break. J'aime beaucoup celle-là. C'est ma préférée. Et on va terminer sur ce qui est locking de persistance. Donc là, c'est un petit peu différent. Le but du jeu, c'était de s'assurer qu'à tout moment, on soit cohérent. Là, l'idée, c'est de gérer de la cohérence sur des moments séparés dans le temps. Imaginez dans votre application, vous avez deux utilisateurs qui travaillent sur le back-office de l'appli et qui vont charger une donnée, la même. Les deux vont travailler sur la même. Dans l'UI, ils vont la modifier et ensuite, ils vont cliquer sur le bouton Save pour la sauvegarder. Donc, ça le rebalance côté serveur. Donc, sur la même donnée. Ce qui va se passer, c'est quand la dernière écriture va être faite, là, on a un problème. Parce que la donnée, elle est écrasée. Par défaut, elle est écrasée. Donc ça, c'est gênant parce que non seulement on a perdu une donnée, la première écriture, write 1, mais on ne le sait pas. Donc ça, c'est doublement problématique. On appelle ça souvent un problème de transaction longue. Okay, le terme est un petit peu abusif, mais c'est souvent ce qui vient dans la littérature. Il y a des solutions, locking optimiste ou locking pessimiste. Le locking optimiste, donc là, en gros, c'est quand il y a peu de télescopage. L'idée, c'est que sur mon entité, par exemple, donc ça, c'est supporté par JPA ou Hibernate depuis longtemps. Sur mon entité, je vais rajouter un attribut version, ou ça peut être une date. Là, prenons l'exemple d'un entier. Quand on va faire une lecture, le framework va récupérer la donnée, donc avec son attribut version. Je vais faire une modification. Cet attribut version va être automatiquement incrémenté de 1. Ou alors, c'est la date du moment va être utilisée. Et quand je vais le sauvegarder, le framework, pour moi, il va automatiquement rajouter une clause where. Where version égale la version qu'on avait quand on a lu la donnée. Si personne entre-temps n'a modifié la donnée, l'update il va bien se passer. Parce qu'en base de données, la version elle vaut toujours la valeur initiale, 3. Si quelqu'un a fait une modification entre-temps, le truc il a été incrémenté, il vaut 4, 5, 6, je ne sais pas. Donc là, ça va échouer. Donc l'update va retourner 0 row. Et donc le framework est supprimé ou la donnée a été mise à jour. Donc le framework, pour moi, il va l'interpréter comme un problème d'accès optimiste, et donc il va me retourner une exception. Ensuite, à charge au développeur de choisir ce qu'on en fait. On peut peut-être forcer le truc, on peut peut-être la recharger, on peut peut-être proposer un merge graphique, etc. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est extrêmement pratique, c'est facile à utiliser, et en fait, ça peut s'appliquer aussi à plein d'autres frameworks. À partir du moment où on a la notion de closeware, on peut implémenter du locking optimiste. Donc en MongoDB, par exemple, n'importe quoi. Donc ça fonctionne bien dans la mesure où il y a peu de télescopage. Donc c'est vraiment pratique. Le locking pessimiste, donc on parle souvent du locking pessimiste, en fait il y a deux types de locking pessimiste. Il y a celui qui est géré par la base de données, donc intégré dans les frameworks, donc supporté par JPA2 ou Hibernate par exemple. Donc là l'idée c'est que quand je vais le lire, au niveau de mon find, je vais lui dire je fais un locking pessimiste, et concrètement ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un select for update pour moi. Donc ça va bloquer le row. Donc ça fonctionne bien, mais pour des opérations de lecture et d'écriture qui sont séparées dans le temps. Je ne sais même pas si c'est légal de le faire sur un persistance contexte qui soit extended. Moi, je ne m'amuserais pas à le faire, parce que ça va vraiment loquer un row au niveau de la base de données. Donc ça, dans l'esprit, c'est plutôt pour, vous avez un traitement métier, vous voulez lire une donnée, vous voulez la modifier un petit peu plus tard dans le même traitement, et vous voulez vous assurer que personne ne va la modifier. Donc c'est à ça que typiquement ça sert. Donc il y a de la contention, ça va bloquer quelque chose au niveau de la base de données, donc à utiliser avec précaution. Ça ne répond pas à mon use case. Mon use case, c'était, j'ai deux utilisateurs qui font une lecture, donc là, il y a une première requête sur le serveur, et plus tard, il y a une autre écriture. Donc, ce n'est pas adapté pour ça. Pour ça, c'est locking pessimiste applicatif. Donc là, les frameworks ne vous apportent rien du tout, c'est typiquement vous qui allez le gérer. Donc là, comment ça se passe? Vous allez utiliser une table de lock, donc avec par exemple un ID, le nom de l'entité, l'ID de l'entité, vous allez rajouter quelque chose comme un user ID pour savoir qui a locké quoi, une date. Et à chaque fois que vous faites une lecture, vous allez insérer un row dans la table de lock, et puis plus tard, vous allez faire le ménage. Donc c'est plus poids lourd que locker les données. Et ça vous permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires, par exemple voir qui a fait quoi, si le gars il part en vacances, vous pouvez éventuellement forcer le délock en supprimant le row dans la base de données. Donc les frameworks ne vous aident pas. Donc là, vous vous débrouillez pour le supporter vous-même. J'ai fini la présentation. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?